en manchette, les candidats péquistes misent sur le développement régional, l'industrie forestière et la création d'emplois. Depuis, les leaders syndicaux de la région déplorent la candidature de Pierre-Carl Péladeau. Bienvenue à notre web journal de ce soir. Bonsoir et bienvenue à ce web journal du lundi 10 mars. Le développement régional, la création d'emplois et l'industrie forestière, voilà les enjeux que défendront les candidats du Parti québécois de la région pendant la campagne électorale. C'est ce que les 5 députés sortants ont annoncé ce matin à Roberval lors du dévoilement de leur plateforme. Amélie Hull, c'est sous le signe de la confiance qu'ils entament cette campagne? Oui, en effet, Mélissa, les 5 candidats et députés sortants du Parti québécois de la région étaient très confiants ce matin lorsqu'ils ont annoncé leur plateforme électorale. Cependant, ils croient vraiment qu'ils ont besoin d'une majorité pour remplir leurs promesses. Les députés péquistes de la région sont plus près que jamais à entamer cette campagne électorale. Fiers des projets réalisés pendant les 18 derniers mois, ils souhaitent en offrir davantage pour leur prochain mandat. Les ressources naturelles de la région sont d'ailleurs au cœur des priorités. On a des priorités régionales, évidemment, pour ce qui est de la forêt, pour ce qui est des mines, donc les ressources naturelles. Comme disait Stéphane, les ressources qui sont en croissance pour les prochaines années, mines, forêt, aluminium, c'est des ressources qui sont au cœur du développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La création d'emplois est aussi un enjeu important pour le Parti québécois qui souhaite appuyer la deuxième phase des projets AP60 de Jonquière et de l'aluminerie d'Alma. Les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean bénéficieront quant à elles d'une amélioration de l'aide fiscale. En éducation, les députés assurent qu'ils vont défendre les programmes exclusifs de certains cégeps. Tous ces éléments vont permettre, selon le candidat de Roberval, Denis Trottier, de bien représenter la région. Un programme qui vise à faire en sorte de la région un modèle de développement économique à tout point de vue. On a mis en place beaucoup, on pourrait dire, d'éléments qui vont favoriser ça. On a une loi sur les mines, on a une politique d'utilisation d'énergie au niveau électrique, hydroélectrique. On a un plan d'action sur la forêt, on a tenu un rendez-vous, c'est qu'on a tous les éléments. Le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, a été critiqué à de nombreuses reprises au cours de cette rencontre. Le fait qu'il ne connaît pas assez la circonscription de Roberval et de ses enjeux a d'ailleurs été soulevé. Son adversaire, Denis Trottier, est déçu que M. Couillard ait décliné son offre pour faire un débat. Je ne pourrais pas faire plusieurs débats, mais je me disais au moins il va en faire un, pour au moins respecter les citoyens du secteur. Ça me déçoit grandement. Les 5 candidats promettent d'être présents dans la région lors de la campagne électorale et souhaitent défendre les intérêts du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cependant, ce sera aux électeurs de faire leur choix le 7 avril prochain. Amélie Hull, ATM Nouvelles, Roberval. La coordonnatrice de Logement Trade, Sonia Côté, affirme que la hausse d'électricité de 4,3 à partir du 1er avril engendrera de graves conséquences pour les gens à faible revenu. Elle rappelle qu'en 2012, 41 000 familles du Québec n'arrivaient pas à payer leurs factures d'électricité. La hausse est alors un cas alarmant. Certains l'applaudissent alors que d'autres le contestent, mais une chose est sûre, la candidature de Pierre-Carl Péladeau au sein du Parti québécois ne laisse personne indifférent. Parmi la population jonquiéroise, du moins, les opinions sont partagées. Claude Tubize, quels sont les arguments des gens qui voient d'un mauvais œil cette candidature? Eh bien, Mélissa, certaines personnes considèrent que M. Péladeau a déjà beaucoup de pouvoir et craignent les impacts que cela pourrait avoir s'il se retrouvait élu. Alors, ils ne sont pas non plus nécessairement très d'accord avec les idées qu'il propose. Donc, je voulais entendre ce qu'ils avaient à dire à ce propos. D'après moi, c'est une mauvaise chose à cause de ses idées. Il est contre le syndicalisme, il est contre beaucoup de choses. Pas tellement chaud à ça, parce que c'est encore des gens qui dirigent beaucoup de choses, qui ont beaucoup de pouvoir, qui prennent encore plus de pouvoir puis qui dirigent encore pour gérer tout le monde. C'est sûr que je suis pas d'accord déjà que Québécois, c'est une emprise, c'est clairement l'empire des médias. Que je suis pas d'accord parce que il va se servir de ça probablement pour mettre les gens en faveur de son parti. Je suis vraiment déçu du fait que c'est rendu... Les politiciens ont plus vraiment des convictions. C'est plus, si t'es une tête d'affiche, ben c'est beau, ils vont te prendre, t'es connu, mais tu sais... Pierre-Carl, es-tu vraiment compétent pour être en politique? Je sais pas. Et Chloé, qu'en disent ceux qui trouvent qu'il s'agit d'une acquisition intéressante? Et oui, il y en a qui considèrent que M. Péladeau est un homme d'affaires connu et crédible. Donc, il ne s'agit que du positif pour le Parti québécois. De plus, il présente de bons projets pour le Québec. Donc, je vous laisse entendre ce que ceux-ci en pensent.
Une excellente nouvelle, effectivement, parce que je trouve que c'est pour... en fait, c'est un homme d'affaires, évidemment, qui est très réputé. Et je pense que ça va cautionner davantage le Parti québécois là, autant au niveau économique, puis aussi, je dirais, au niveau de la souveraineté. Je pense que ça peut juste apporter du bon. C'est un homme d'affaires qui connaît ces choses, puis je pense que ça va aider le Parti québécois. Ça va paraître là, au niveau politique avec Québec, puis tout ça, là, le Colisée, il va y avoir vraiment des... Ça va avoir des impacts quand même grands sur la politique puis du Québec. Là. Je sais que c'est un homme qui a toujours été patron. Je ne sais pas s'il va accepter de se faire mener par une femme, premièrement. On verra bien. Hein? Mais je suis pas contre. Non, je trouve que c'est un homme d'affaires puis il sait ce qui s'en va. Merci, Chloé. Ça fait plaisir. La candidature de Pierre-Carl Péladeau pour le Parti québécois dans le comté de Saint-Jérôme à Montréal soulève bien des questions et d'inquiétudes au sein de la FTQ et de la SCSN de la région. Diana Bernard, dites-moi, comment les deux leaders ont réagi à cette nouvelle? À vrai dire, Mélissa, les deux leaders ont un discours similaire. Monsieur Grevier, le président, je veux dire le représentant de la FTQ de la région, se dit avoir un problème avec le personnage de Pierre-Carl Péladeau parce que il dit que dans son discours, il veut être proche des citoyens et aussi enrichir la province du Québec. Mais c'est cette même personne qui a connu plus d'une dizaine de lockouts au sein de son entreprise. Alors les deux leaders se demandent comment une telle personne peut représenter les citoyens qui les ont élus. Par ailleurs, le président de la CSN, Angilbert Côte-Noire, se dit ne pas être étonné de cette nomination. Il ajoute aussi qu'on est en train d'assister à ce qu'on appelle la radicalisation du Parti québécois et ce qui augmente leur inquiétude face aux services publics. Et est-ce qu'avec cette candidature, est-ce que le parti changerait de bord? C'est du moins c'est ce que les deux leaders pensent. Avec une personne qui est à la tête d'un aussi grand empire médiatique tel que Québécois, il ne fait pas de doute, selon eux, ce qui intéresse M. Péladeau, c'est le monde pécunier. Et en plus de la radicalisation du PQ, la CSN a peur de l'impact qu'une telle personne va avoir sur le service public, la filiale sociale et le développement économique en tant que tel, s'il arrive bien sûr à avoir un ministère au sein du Parti québécois. Diana, est-ce que, selon eux, Pierre-Carl Péladeau pourrait bien représenter la classe moyenne? Mélissa, j'ai oublié de vous dire qu'on avait un clip à écouter face à ce que je venais de dire. Ah, bien, c'est sûr qu'avec Pierre-Carl Péladeau, là, c'est à droite, là. La question ne se pose même pas. Le PQ s'est tout le temps dit qu'il était centre-gauche. Là, c'est sûr qu'avec la venue de Pierre-Carl Péladeau, moi, il ne me faut même pas en quoi qu'ils sont au centre. Ils sont en train de se mettre centre-droit. Puis surtout, c'est quelqu'un qui a un impact épouvantable à cause de l'argent. Merci, Diana. Merci, ça fait plaisir. Excusez-moi. La valeur des travaux de construction en cours sur le territoire de la ville de Saguenay a augmenté de plus de 3 millions de dollars cette année, ayant passé de 6 à 9 millions de dollars en 2014. En tout, 175 permis ont été délivrés jusqu'à présent. Le candidat du Parti libéral du Québec dans le comté de Jonquière, Tommy Pajot, souhaite briser la représentation exclusive du Parti québécois au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour ce faire, il devra battre le député et ministre Sylvain Gaudreault, déjà bien établi. Il était de passage plus tôt ce matin dans nos studios pour s'entretenir avec mon collègue Xavier Julien. M. Pajot, bonjour. Bonjour. Donc, vous n'avez que 30 ans et ça va être votre première campagne électorale. Comment appréhendez-vous d'affronter Sylvain Gaudreault dans le comté de Jonquière? C'est sûr que M. Gaudreault est bien implanté dans Jonquière. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est que M. Gaudreault, qui est là depuis 2007, avant lui, c'était un député libéral dans Jonquière. Donc, le comté de Jonquière est très prenable. Suite à ça, il faut se rappeler que M. Gaudreault, ça reste un candidat du Parti québécois, un parti qui prône la séparation du Québec et qu'on sait, s'il est élu, va vouloir nous enligner vers un référendum. Donc, pour ma part, je propose une option très, très différente de celle de M. Gaudreault et je pense que les électeurs de Jonquière vont être capables de faire la part des choses et justement voter du bon côté, c'est-à-dire du côté libéral, le 7 avril. Et pourquoi vous êtes lancé en politique cette année? Je me suis lancé en politique parce que j'ai toujours été quelqu'un d'impliqué socialement et le meilleur moyen pour moi de
le meilleur moyen pour moi de m'impliquer et de faire avancer les choses et faire en sorte que les choses changent, c'est de m'impliquer activement en politique et justement d'empêcher le PQ de revenir au pouvoir pour un autre mandat. Est-ce que c'est vous qui avez approché le PLQ pour être candidat pour eux ou c'est plutôt eux qui vous ont appelé? Ça s'est fait d'un commun accord puisque le Parti libéral me connaissait déjà, étant notamment impliqué au niveau du plan Nord sous le gouvernement Charest. Donc, tout simplement, les gens de Jonquière, étant donné que la campagne est beaucoup axée sur l'économie, donc on voulait quelqu'un, un homme d'affaires de la région. On voulait justement un jeune, on voulait quelqu'un de dynamique pour affronter Sylvain Gaudreau. Donc, c'est tout simplement qu'il y a eu un bon match, comme on dit. Et le timing était très bon pour moi aussi au niveau professionnel et personnel. Donc, ça a été un choix relativement facile à faire, autant pour eux que pour moi. Et depuis quand vous vous impliquez pour le PLQ et à quel niveau? Je vous dirais que je suis impliqué au niveau du parti. Je suis membre depuis 2008. Impliqué beaucoup plus activement depuis la création du Plan Nord sous M. Charest. Donc, on parle d'environ 2010. Donc, dans les dernières années, beaucoup plus impliqué. Là. Vous allez faire du Plan Nord une priorité. C'est quoi, vous, votre opinion là-dessus? Mon opinion là-dessus, c'est un Plan Nord pour la région du Saguenay. Pas seulement pour le comté de Jonquière, mais vraiment pour toute la région et je dirais même plus pour tout le Québec. Le Plan Nord, c'est un projet extrêmement important car c'est un projet qui va créer beaucoup d'emplois, qui va créer beaucoup d'activités économiques et c'est très important pour nos entrepreneurs, autant de Jonquière que de la région, de travailler dans le Nord québécois. Parce qu'on sait, le Nord québécois, c'est beaucoup de machinerie, c'est beaucoup d'employés. Donc, c'est beaucoup de retombées pour la région. Et on le sait, des emplois au Nord qui sont très bien rémunérés, ça amène de l'argent dans la région pour justement faire virer nos commerçants et nos entreprises de services ici à Jonquière. Vous avez une entreprise, ACP Group. À quel point elle est impliquée, elle, dans le Plan Nord? ACP Group est une entreprise de conception de sites web et son implication au niveau du Plan Nord, c'est que nous avons fondé en 2010 le site monplannord.com, qui est un site justement qui aide les entreprises à obtenir de l'information et à obtenir des contacts et des manières de faire affaire dans le Nord québécois. Et si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez devoir faire de cette entreprise? Point de vue légal, écoutez, je n'ai pas vraiment vérifié si je devais céder mes parts ou quoi que ce soit. Par contre, ce qui devra être fait sera fait. Comment jugez-vous votre expérience au sein de cette entreprise? Écoutez, mon expérience, depuis que le Plan Nord existe, que je suis impliqué avec mon entreprise, donc je pense qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui peut connaître le Plan Nord comme je le connais. Donc, ça va être un atout important, puisqu'on le sait, la campagne électorale qui est en cours est beaucoup axée sur l'économie et l'emploi, qui comprend entre autres le Plan Nord. Et comment ce lien avec le Plan Nord va-t-il pouvoir vous aider en tant que candidat? C'est que je connais les enjeux et je connais l'importance pour la région du Plan Nord. Vous savez, quand le Parti québécois a pris le pouvoir en 2012, les entrepreneurs, ils me l'ont dit, écoute, du jour au lendemain, ils ont vu une différence. Du jour au lendemain, l'action, le développement du Nord a diminué. Et justement, ça a affecté beaucoup d'emplois et ça a affecté beaucoup le développement régional. Et qu'est-ce que vous allez faire de différent des 5 députés péquistes qui ont été élus dans la région lors des dernières élections? On le sait, le gouvernement PQ qui est en place depuis maintenant 18 mois, une caractéristique qu'on pourrait lui donner, c'est un peu l'inaction. Et on sait, maintenant, oui, ils veulent agir, sauf qu'ils veulent agir dans le sens qu'ils veulent proposer un référendum. Donc, si on élit un gouvernement péquiste, on sait qu'on s'en va tout droit vers un référendum. Donc, c'est à tout prix ce que les citoyens de Jonquière et les citoyens du Québec doivent absolument éviter. C'est un gouvernement péquiste majoritaire. Et puis, avant d'être impliqué avec ACP Group, c'est quoi vos autres implications, notamment au niveau du Centre de données fiscales? Moi, j'ai déjà travaillé comme agent de paiement à Revenu Canada pour tout simplement un contrat. Ensuite, j'ai été directeur commercial dans deux concessionnaires régionaux, soit Rocoto Toyota à Chicoutimi et Kia Harold Auto. Par la suite, j'ai joué au football en Australie pendant quelques mois et avant de revenir dans la région pour créer mes entreprises. Justement, entre 2009 et 2011, vous n'avez pas vraiment eu de travail défini. Qu'est-ce que vous avez fait durant cette période? Je suis allé étudier pendant un an à l'Université Mount Allison au Nouveau-Brunswick, pour lequel j'ai également joué au football. J'ai fait une mineure en économie là-bas. Par la suite, j'ai justement parti milieu 2010 en Australie pour aller jouer au football avant de revenir ici en 2011. Et puis, finalement, comment voyez-vous cette campagne électorale en général? Écoutez, la campagne, pour le moment, je trouve qu'on a un très bon départ au niveau du Parti libéral. Et ce qui est important, c'est que les gens parlent des vraies affaires. Les vraies affaires, c'est quoi? C'est l'économie, l'emploi, l'éducation et la santé.
Et on sait, si on veut donner de l'argent dans la santé et dans l'éducation, c'est important d'avoir une économie qui roule. Car une économie, avec de la nouvelle argent, on peut acheter des nouveaux services. Sans économie, même si on voudrait augmenter le service en santé et en éducation, c'est impossible. C'est bon, bien. Merci beaucoup, M. Pajot. C'est moi qui vous remercie. C'était Tommy Pajot, qui est le candidat libéral dans le comté de Jonquière. L'Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux de Québec craint que le dernier budget déposé le 20 février dernier par le gouvernement du Québec nuise au maintien et à la qualité des services offerts par les établissements de santé et de services sociaux. Le gouvernement du Québec s'était engagé à augmenter le budget en santé, mais la Caisse prévoit pour l'année 2014-2015 un manque à gagner de 635 millions. Amélie Aoud, en pleine campagne électorale, que compte faire la Caisse par rapport au budget? En fait, Mélissa, ce qu'il faut savoir, c'est que la Caisse désire vraiment profiter pleinement de la campagne électorale pour mettre de l'avant les préoccupations de l'organisme qui sont, par exemple, axées sur le financement des besoins des patients des hôpitaux. Et la directrice générale de la Caisse, Diane Lavallée, désire vraiment que les partis politiques, peu importe leur orientation, mettent la santé au cœur de leurs priorités. Avec le contexte budgétaire actuel, les gouvernements vont devoir faire des choix. Quand on sait que les besoins pour maintenir le système tel qu'il est, avec les services actuels, on avait besoin des établissements de santé de 834 millions. Le gouvernement, dans le dernier budget, en a mis 976. Mais dans ces représentations budgétaires, comment le gouvernement a prévu répartir, répartir les 946 milliards? Mais en fait, ces 946 millions de dollars-là vont être repartis vraiment dans l'ensemble des besoins du système de santé du Québec. Par exemple, dans les frais pour les médicaments et aussi, le plus important, dans la hausse prévue de la rémunération des médecins. Cette augmentation des salaires-là, à elle seule, pour l'année 2014 et 2015, est de 540 millions de dollars. Et l'association souhaite vraiment que, dans le contexte actuel budgétaire, que cet argent-là, que cette hausse-là soit étalée sur une longue période, parce que sinon, en fait, sinon, presque la totalité du budget ira dans l'augmentation du budget des médecins. Il y aura donc moins d'investissements dans les établissements de santé? Effectivement, et voici ce qu'avait à dire Diane Lavallée. Dans le dernier budget, on a mis 976 et dans ce montant-là est prévu le 540 millions d'augmentation salariale des médecins, le coût des médicaments qu'on ne sait pas si ce sera de 100 millions ou 200 millions, 100 millions pour l'assurance autonomie. Fait que vous comprendrez qu'il n'en reste plus beaucoup pour les établissements. Merci Amélia. Un plaisir, Mélissa. L'Université du Québec à Chicoutimi a remporté la Coupe du psychologue 2014 qui avait lieu à Gatineau du 28 février au 2 mars dernier. Les étudiants de 8 universités devaient débattre sur différents sujets de la psychologie et l'UQAC était représenté par 61 membres. Près de 700 personnes ayant une déficience intellectuelle ont intégré le monde du travail dans la région et ce, dans une quarantaine d'entreprises. Il s'agit d'un beau défi pour les usagers du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Marianne Bergeron-Courteau, vous avez rencontré Patrick et Jannick dans leur milieu de travail? Oui, Mélissa, je suis présentement aux Brasseurs Artisans où 2 usagers ont intégré le marché du travail. L'un d'entre eux en est aujourd'hui à sa première journée. Intégrer le marché du travail est une porte d'entrée importante dans la vraie vie pour les usagers du CRDI. Patrick Duchesne en est présentement à sa première journée dans le commerce brasseur artisan et l'autonomie acquise le réjouit au plus grand point. Je travaille toujours, là. Je suis un stage, là, puis ça va bien, là. Je suis en apprentissage, là, puis ça va bien, là. Tu aimes ça? Oui, j'aime beaucoup ça. Emballer des bouchons de liège et calculer le poids des sacs de grains, voilà le genre de tâches pour lesquelles les brasseurs artisans ont besoin de l'aide de Patrick et Jannick. En plus de donner un coup de pouce au commerce, les usagers du CRDI retirent de nombreux aspects de leur emploi. Alors, en étant dans des milieux de travail normaux, normalisants, valorisants, nos gens font excessivement d'apprentissage, ils font un cheminement assez exceptionnel. C'est également l'occasion pour Patrick et Jannick de s'ouvrir à un réseau de contacts externes au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Ils sont capables de voir qu'il y a des vies sociales, il y a des vies amoureuses, il y a des vies familiales, parce qu'ils ont été longtemps ségrégés, ils ont été longtemps toujours le même groupe ensemble. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'on apprend par l'image. Les usagers du CRDI sont souvent considérés comme des travailleurs modèles pour les employeurs, relate Hélène Jean. Cette expérience, en plus d'être enrichissante, est très valorisante pour eux. Je travaille super bien. Mon boss, il est tout le temps content de ma job. Ça m'apporte d'autonomie, puis j'aime ça travailler, puis ça me motive beaucoup, puis ça me désennuie. C'est mon désennui de travailler.
Plusieurs activités seront organisées durant la semaine de la déficience intellectuelle. Notamment demain, les usagers du CRDI rencontreront les étudiants du Cégep de Jonquière afin d'écouter le long-métrage Gabriel. Marianne Bergeron-Courteau pour ATM Nouvelles, Saguenay. Bernard Labrie, l'accusé dans l'affaire de séquestration survenue au Comfort Inn de Chicoutimi la fin de semaine dernière, subira un examen psychiatrique. C'est la décision qu'a rendue le juge Rosaire Larouche ce matin lors de la première parution de l'accusé en cours. Marc-Antoine Côté, quelles sont les accusations qui pèsent contre lui? Oui, bien, Mélissa, c'est un total de 12 chefs d'accusation qui pèsent contre Bernard Labrie suite aux événements survenus le 8 et 9 mars dernier à l'hôtel Comfort Inn de Chicoutimi, là où il aurait séquestré, agressé et pris en otage une femme qui serait son ex-conjointe. Son avocat le défend en disant que son client a définitivement le droit à un examen psychiatrique. On peut l'entendre à ce propos. Demander au juge une évaluation pour une durée maximale de 30 jours en psychiatrie pour évaluer sa responsabilité criminelle au moment des événements. Et oui, j'avais des motifs raisonnables pour le demander. Est-ce que l'accusé a un passé criminel? Oui, en fait, ce qui est curieux, c'est qu'il y a 2 ans, presque jour pour jour, l'accusé a été pris en défaut pour le même genre de délit, alors qu'il avait pris en otage une femme aussi dans la ville de Québec. C'est les SWAT qui avaient dû intervenir à ce moment-là. Selon son avocat, il ne fait aucun doute qu'il y a un lien entre les délits de son client et ses troubles mentaux. On peut l'entendre. C'est que monsieur a des problèmes au niveau de sa santé mentale là, depuis plusieurs années. A déjà commis des gestes là, semblables par le passé. Donc, ça m'a justifié de faire cette demande-là au juge ce matin et le juge l'a accordé. Quelle sera la suite des choses pour lui dans ce dossier, Marc-Antoine? Eh bien, Mélissa, il y a maintenant un délai de 30 jours pour que l'examen psychiatrique soit effectué et le procès devrait être repris au plus tard le 9 avril prochain. Merci, Marc-Antoine. De rien. Chaque bibliothèque du Québec est invitée à exposer en avant-plan des livres de Félix Leclerc le 21 mars prochain pour lui rendre hommage. C'est l'invitation qu'a fait le porte-parole de la journée Hymne au printemps, Yann Giguère. Cette journée vise également à valoriser la langue française par le biais des chansons du Québec. La production 2013 Adieu beauté, la comédie des horreurs a permis au théâtre Micmac de Roberval d'être finaliste pour le prix Imagine 2014. Ce prix vise les entreprises québécoises qui sont en faveur d'une représentation saine et diversifiée du corps dans le monde de la mode, des médias et de la publicité. La population est invitée à voter du 10 mars au 11 avril sur le site Internet derrière-le-miroir.ca. L'artiste en art visuel Thérèse Fortin participera à l'exposition Art Expo de New York en avril. Ma collègue Jade Lévesque s'est entretenue avec elle plus tôt ce matin. Bonjour, Madame Fortin. Bonjour. Vos œuvres seront exposées les 4, 5 et 6 avril prochains à New York à l'événement Art Expo. Êtes-vous fébrile? Oui, je commence, oui, à être fébrile parce qu'il y avait tout de même beaucoup d'étapes à réaliser avant de prendre ma voiture puis partir avec mes toiles. Plein de petites choses, là, tu sais. Payer une assurance, responsabilité. Il faut absolument que je m'organise pour être à l'intérieur de leur catalogue, donc leur envoyer des photos de toiles, tout ça. Et il fallait aussi que je fasse dédouaner mes œuvres au niveau canadien avant de partir, puis je vais devoir le faire dédouaner au niveau américain aussi. C'est pas encore fait, là, mais ça s'en vient, là. Et concrètement, qu'est-ce que l'Art Expo? Ah, l'Art Expo, c'est le plus gros show que tu puisses trouver d'art visuel. Il y en a un qui se déroule aussi à Miami au début du mois de décembre. Il y en a un à l'automne à Las Vegas. Puis il y en a une à San Francisco aussi, dans le courant de l'année. Mais c'est un endroit où se réunissent des milliers d'artistes pour présenter leur œuvre. Donc, vous avez été invité à l'événement? Ce qui s'est passé, c'est que je reçois souvent des invitations pour participer à des biennales ou à des annuels un peu partout dans le monde. Et il y avait un site web qui s'appelle Mécénavie qui m'avait envoyé une invitation pour participer à l'Art Expo de New York, mais à celui de Miami aussi. Puis là, quand j'ai appris
c'était quoi les montants qu'ils demandaient pour participer à celui de l'Art Expo New York avec Mécénavie. C'était très cher. Et moi, j'ai des grosses toiles, OK? J'ai des grosses œuvres. Ça voulait dire que je pouvais en apporter qu'une seule. Et tant qu'à ça, je me suis dit, ben là, je trouve bien de me louer un boat, là, tu sais, un espace moi-même, puis d'en apporter plus qu'une. Okay. C'est comme ça que j'ai décidé de récidiver, en fait, à l'Art Expo New York, parce que je l'avais déjà fait en 97. Justement, est-ce que ça vous a apporté plus de visibilité? Au niveau américain, oui. C'est sûr, parce que j'ai été introduit dans trois galeries d'art aux alentours de New York et j'ai fait affaire avec eux pendant 3 ans. Après, c'est 97, 98, 99. OK. Puis vous avez le droit d'apporter combien de toiles à l'Art Expo qui va se dérouler là, en avril prochain? Bien là, écoute, j'ai l'espace que j'ai, c'est 4 pieds par 10 pieds. En tout cas, j'ai 22 pieds d'espace, OK? Et mes toiles font 3 pieds. 38 pouces. C'est ça, 3 pieds. Alors, j'en apporte que 7 parce qu'elles sont grosses. Puis, il faut laisser de l'espace. Il faut laisser de l'espace pour que les gens, en tout cas, que l'œil ne soit pas accroché par une multitude d'œuvres. C'est vous qui gérez votre espace. Oui, c'est ça. Tout à fait. Vous avez apporté des œuvres aujourd'hui. Donc, celle-là, pouvez-vous nous la présenter? Quel type de matériaux vous utilisez? OK. J'utilise uniquement de l'huile sur canevas. OK? Pourquoi j'utilise de l'huile? Parce que quand je fais des taches, parce que je ne vous ai pas encore expliqué la technique, quand je fais des taches, quand c'est de l'huile, ça me permet de la travailler. Okay. Je peux rester une journée ou 2 sans y toucher, mais elle n'a pas séché. Donc, je peux travailler les taches pour en faire une œuvre complète. Là. Vous dites que vous utilisez un peu l'accident contrôlé. Pouvez-vous nous expliquer? OK. Alors, je fais j'ai des grands canevas. J'ai des grands canevas sur lesquels je fais des taches de peinture à l'huile avec une spatule. OK? Puis je le couvre complètement. OK. Là, d'habitude, ça me prend 3 heures. Alors, le lendemain, je redescends dans mon atelier et je tourne cette toile-là dans tous les sens. Et je vois des choses à l'intérieur de mes taches. Okay. Et ce sont ces choses-là que je travaille. Tu sais, je nettoie là, des places. Là. Alors, c'est pour ça qu'on dit la performance de l'accident contrôlé. Ce sont des accidents et je contrôle le résultat. Mais ce sont des accidents. Dans vos toiles, on peut voir le thème de la féminité, de la danse et de la musique. Qu'est-ce qui vous inspire dans ces thèmes? Bien, d'abord, j'ai travaillé pendant 10 ans à la Fondation d'Opéra de Québec. OK? Et je voyais des spectacles sur scène tout le temps, pratiquement tout le temps, parce que comme j'étais la directrice générale, j'étais invitée par le Trident, par le secteur de la danse, par surtout le secteur de l'opéra, évidemment. Alors, je vois souvent dans mes toiles des scènes de spectacle. La danse, bien, c'est un des plus beaux arts que tu peux se trouver. Alors, c'est pour ça que... Et il y a quelque chose de particulier aussi. Quand je fais mes tâches, elles sont souvent faites en rond, tu sais, en rond comme ça. Puis, c'est plus facile de voir des rondeurs de femmes que de voir la musculature des gars. Ils sont plus carrés, tu sais. C'est pour ça que j'ai plus souvent de femmes que d'hommes dans mes œuvres. Donc, en terminant, après Art Expo, avez-vous d'autres projets? Oui, j'ai un gros projet qui s'appelle le Salon des arts contemporains de Dubaï. Ce serait en novembre prochain. Je souhaite que l'Art Expo me apporte assez d'argent pour y aller, mais je vais m'organiser pour y aller pareil. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Mme Fortin. Ah, ça me fait plaisir. Donc, je m'entretenais avec l'artiste d'art visuel, Mme Fortin. Nous venons d'apprendre que l'athlète berrivrain de snowboard cross, Baptiste Brochu, s'est qualifié pour la Coupe du monde de Vézonaz en Suisse avec le 37e meilleur temps. Les gens ont jusqu'à minuit ce soir pour aller voter au concours Hockeyville Craft sur le site Internet d'Hockeyville. L'Aréna du plateau de Chicoutimi est la seule patinoire du Québec à avoir été sélectionnée pour les étapes de finalistes et le conseiller Mark Peterson invite la population à aller voter pour encourager la région. À la météo, Alexandre Fauché, le temps sera plutôt clément cette semaine?
En effet, Mélissa, il fait présentement moins 3 degrés au Saguenay et moins 7 au Lac-Saint-Jean. Ce soir et cette nuit, un minimum de moins 6 et un maximum de moins 4 est attendu au Saguenay. Pour ce qui est du Lac-Saint-Jean, la température se situera entre moins 7 et moins 5 degrés. Pour demain, le temps sera encore doux alors que le thermomètre oscillera autour de 0 pour le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Des chutes de neige sont également au menu pour demain. Des accumulations de 2 cm de neige sont attendues sur tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. De retour à vous, Mélissa. C'est ce qui complète notre web journal. On se retrouve demain pour un autre bulletin d'information. Au revoir.